On va peut-être profiter, puisqu'on n'aura pas rendez-vous pour raconter, remonter un tout petit peu le film de votre parcours, qui est riche, qui commence très tôt. Vous avez été une jeune comédienne précoce, on va dire. Donc, vous avez découvert à Cannes avec Bouge pas, meurt et ressuscite, de Vitaly Kanievski. Ça a été, on va peut-être raconter d'ailleurs cette aventure extraordinaire. Mais c'est un métier dont vous avez toujours rêvé, même petite, puisque petite, vous l'avez déjà fait. Oui, je commençais, j'ai même fait un film Avant. avant Bouge pas, me ressuscite, et c'était un pur hasard. C'est ma maman qui a entendu à la radio qu'il a un casting des enfants dans les studios de l'Enfilm. Je suis allée toute seule avec une copine. Et Vous aviez quoi, 10, 12 ans? J'avais 10 ans. 10 ans. J'avais 10 ans. Et c'était pas quelque chose de. Je veux faire du cinéma, mais comme un enfant. Enfin, je sais pas. Un jeu, une proposition. Oui, ça fait rêver. Quand on est petit, ça fait rêver du cinéma. Et puis, une fois quand on plonge dedans, bah, c'est difficile de s'en sortir. Vous vous en sortez très bien, au bon sens du terme. Vous habitiez où à ce moment-là? J'habitais à Leningrad, qui est Saint-Pétersbourg maintenant. Il y avait beaucoup de studios là-bas. Il avait le studio. On a le souvenir du cinéma soviétique, comme ça, avec beaucoup de studios, des moyens. Oui, c'est les studios de l'Enfilm. Et c'était drôle parce que j'ai observé les studios qui, à l'époque des années, je commençais à 89, tournaient, et c'était une sorte de studio qui croyait du monde, il avait des projets, et puis avec tout ce qui s'est passé avec la situation politique, économique en Union soviétique, le collapse de l'Union soviétique, les studios aussi, c'était se vider petit à petit. Et on faisait plus de films, on vendait des meubles là-bas, et voilà. Et maintenant, ça y est, ça recommence. Quand j'avais 17 ans, il était question de choisir vraiment les études. À la fin des années 90, la situation en Russie était telle que être comédien, c'était difficile d'envisager parce que les théâtres se fermaient, les films se tournaient plus, et mes parents pensaient que c'est mieux que je fasse des études en parallèle. Revenons à Bouge pas, meurt et ressuscite, parce que c'est le moment où le film est à Cannes, le film remporte un prix prestigieux, puisque c'est la Caméra d'Or qui sacre un premier film dans toutes les sélections, donc au milieu généralement de 125 films, il y a à peu près une quarantaine de premiers films par an à Cannes. Bouge pas, meurt et ressuscite rafle la Caméra d'Or, on découvre votre visage, on découvre votre jeu, on est impressionné, je dirais, à l'international. Peut-être parce que je ne joue pas et j'aime bien vivre mes personnages, j'aime bien ce qu'ils vivent, j'aime bien vivre la situation qui est proposée par le réalisateur. Et d'ailleurs, je ne peux pas tout jouer, je peux jouer que les rôles qui passent, voilà, que je comprends à 100%. Là, avec Marussia, c'était étrange parce que je le comprenais, le rôle, mais en même temps, parfois je détestais mon personnage parce que je disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas. Comment on peut avoir un enfant et avoir cette... Et du coup, pourquoi vous l'avez accepté? Le personnage est beau. Parce que je ne sais pas si je devrais raconter ça, mais en fait, au départ, l'idée était un tout petit peu différente. L'idée était concentrée sur l'enfant. Et on a rencontré quelques difficultés pendant le tournage avec la petite Marussia. Et donc, la réalisatrice a fait de caméra, elle a fait ça, elle a fait ça. Elle a monté la caméra et j'ai pris un rôle qui n'était pas au début, il devait avoir presque que des jambes. Et le point de vue, c'était que l'enfant. Mais bon, j'aimais bien raconter l'histoire de l'amour et la complicité entre l'enfant et la mère. J'aimais bien aussi la situation où parfois l'enfant, il est plus responsable, plus raisonnable qu'un adulte. Je trouvais ça intéressant. Oui, tout à fait. On va y revenir dans quelques instants. Votre parcours est passionnant. Vous avez joué avec énormément de metteurs en scène. Pascal Bonitzer, Laetitia Masson, vous avez fait
plein de rencontres. C'est vous qui avez décidé de privilégier la carrière en France ou c'est là aussi une succession de hasards? Vous aviez envie de travailler ici? Concours de circonstances. Ouais. Quand je suis allée à Cannes à 17 ans avec un film de Balabanov, Alexei Balabanov, Des monstres et des hommes, il y a un réalisateur français, Pascal Aubier, qui m'a proposé de tourner dans un film. Et il fallait que j'apprenne français en 3 mois. Il m'a dit, tu es capable d'apprendre le français en 3 mois? J'ai dit, combien? 3? Pas de problème. Et je l'ai fait. Et parce que j'avais envie de parler cette langue, c'était... En fait, en Russie, on a un amour très particulier envers la France, envers la langue et la culture française. Donc, j'ai sauté sur la possibilité. Je dormais avec les écouteurs, j'ai regardé à l'Alliance française les films. Oui. Et puis, c'était aussi, il ne faut pas oublier, voilà, la fin des années 90. Je fais une partie de génération quand même qui se disait ce sera bien de partir, quoi. Ouais. Parce que c'était vraiment dur. On avait le système, c'est fou, on a oublié ça, mais on avait ce système d'alimentation comme dans le blocus pendant la Deuxième Guerre mondiale. La vie était très dure. Donc, quand tu as 20 ans, tu as envie de craquer, croquer et craquer. Très joli. Voilà, un petit peu de tout. Et quand l'occasion se présentait, voilà, je l'ai attrapé. Vous vivez un peu sur les deux pays maintenant, la France, et vous retournez régulièrement à Saint-Pétersbourg. C'est important aussi pour vous de renouer avec un pays magnifique, avec une histoire, avec une culture somptueuse, avec vos origines aussi, avec votre histoire personnelle. Oh, c'est dur ce qui se passe en ce moment. Là-bas, oui, je suis contente d'être en France, en fait. Après, évidemment, la Russie me manque, puis je vais présenter mes films. J'aimerais bien retourner travailler, mais le cinéma d'auteur en ce moment en Russie n'existe pratiquement pas, et tout ce qui se tourne, j'arrive pas à me motiver de tourner dedans, dans ce genre de film. Donc, peut-être oui, il y a beaucoup de rosters, il y a beaucoup avec de grosses mes machines. projets à moi, pourquoi pas, un jour. Vous auriez envie de mettre en scène un jour? Oui. Oui, je vois ça. C'est un projet, le scénario est déjà en cours d'écriture? Je sais pas. Si, vous savez. C'est un secret. C'est un secret? Oui. Vous viendrez nous le montrer? Bien sûr. Et pour elle, c'était important que ce soit vraiment une histoire de ces 3 femmes. Et elle n'arrivait pas à justifier que, voilà, je ne parle pas géorgien, et 2, que physiquement, je ne ressemble pas à Nino Khomotoridze, qui est une magnifique actrice aussi, qui joue ma maman. Et puis, Dieu merci, elle n'a pas trouvé de comédienne, et elle est revenue vers moi en disant, bon, voilà, je n'ai pas trouvé, alors tu veux bien le faire? Oui, Julie Bertuccelli, elle était la première assistante de Otar Iosiliani, un grand metteur en scène géorgien. À qui elle dédie d'ailleurs et à qui elle dédie le film. Et pendant un de ses tournages, elle a rencontré une jeune femme qui lui a raconté cette histoire. D'accord, j'allais vous demander si vous connaissiez un peu l'origine du scénario. Voilà, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire aussi. C'est une vraie histoire. Ça, c'est magnifique. Voilà, sauf qu'à l'époque, l'histoire continuait. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on tournait ce film, la grand-mère ne savait pas encore que... D'accord. Et la femme, pourtant, est absolument magnifique. Oh. Elle est bouleversante. C'était dur de travailler avec elle parce que elle était tellement incroyable. C'était pas possible d'être juste en face. C'est comme avec des enfants, avec des animaux. Esther, pas des chiens. Oui. Elle était tellement incroyable, tellement touchante, tellement charismatique, tellement drôle. Oh mon Dieu. On l'a vu dans d'autres films, on l'a vu dans les films d'Emmanuel Finkiel. Et c'est comme ça, en fait, l'histoire d'Esther est incroyable. Jusqu'à 80 ans, un ami l'amène dans
casting de Emmanuel Finkel, qui s'appelle Voyage. Oui, j'assume. Voyage. Et elle passe le casting, et Emmanuel la prend. Et à partir de 80 ans, elle n'arrête pas. Elle devient une comédienne. Il avait aussi Pavel Lungin, un grand réalisateur russe avec qui j'ai rêvé de tourner. C'est pas encore fait. Non, c'est pas encore fait. Il vient après la projection, il me dit Dinara, tu t'es formidable, tu t'es magnifique. Tu peux me donner le téléphone de Esther 40 ans. Ça lui ressemble tellement en plus. Oui, bien sûr, pas de problème. Elle était gourmande, hein. Elle était gourmande. Petite Esther, on lui a fait une costume sur mesure pour le tournage. Et on était obligé de rajouter avec chaque semaine, parce que la cuisine géorgienne, elle est très très bonne, c'est vraiment délicieux. Et c'est bon. Le scénario de Julie était très précis, ou est-ce que vous avez pu tout... Oh là, c'était précis, hein. Ah ouais. C'était précis. Pas en avant, pas en arrière, tout. Non, c'était très précis. Et c'était la première fois que je travaillais avec une fille, avec une réalisatrice. Et en fait, c'était chouette parce qu'entre les filles, ça se pardonne pas, c'est direct. Et donc, c'est avec les garçons, bon, il y a toujours une possibilité de séduction, d'arriver à ce... Ping-pong, non. Et ça m'a appris, en fait, et j'ai beaucoup aimé cette... et puis, les productrices étaient aussi des filles. En fait, c'était un film de filles. Ça a été sorti par Auricourt, qui est Carole Scotta, absolument. Oui, et c'était chouette. Vous avez tourné en Géorgie? Ah oui, on a tourné en Géorgie, c'était 2002. C'était juste, c'était un peu après la guerre et tous les événements qui sont arrivés en Géorgie, et c'était très dur. Dans quelle mesure? On n'avait pas d'électricité, pas de l'eau, qu'on montre dans le film des coupures d'électricité, c'était comme ça. Ah, aussi abrupte, aussi soudaine? Oui. Et c'était une pauvreté extrême. Et Tbilissi, c'était en ruine. Là, on ne reconnaît plus. Je suis allée au festival de Tbilissi récemment. Ça y est, c'est reconstruit, c'est beau, c'est flamboyant, avec des lumières. Ça n'a rien à voir avec Tbilissi que j'ai connu pendant le tournage depuis que Kota est parti. Cette double culture, ces frontières qu'il faut traverser, ces places qu'il faut trouver peut-être ailleurs pour essayer justement... Ce que je sais que oui, ce que je comprenais, c'est à un moment donné de faire ce choix de partir qui n'est pas évident. Je faisais un film en fait sur une voix off, sur un drogué dans un fauteuil roulant. Toute sa vie, je l'ai raconté en voix off. Et à ce moment-là, je me suis dit, je suis prêt pour faire la supplication. Et j'ai donné mon film Navadayam sur le drogué dans le fauteuil roulant. Et j'ai dit, il faut que vous voyez ça, il faut que vous le donnez. Et elle a dit, je vais le regarder et je vais aussi le montrer à Svetlana. Et moi, je suis rentré à Bruxelles parce que j'étais à Bruxelles en train de finir la post-production d'un film. Et 2 semaines se passent, je n'ai pas de réponse. Une 3e semaine se passe, je n'ai pas de réponse. J'ai dit, voilà, j'oublie, elle n'a pas adhéré à mon film, ça ne va pas se faire. Et un après-midi, j'étais assez fatigué du montage, je rentre me coucher à l'hôtel, et le téléphone sonne. Et je suis trop tard pour prendre le téléphone. Et je prends le téléphone et je vois que c'est un numéro étranger, et je rappelle, et c'était l'agent. Et l'agent me dit, Svetlana a vu le film, elle a adoré, elle a regardé 2 fois de suite. Et après 1 heure, elle me demande, Tarkovsky, c'était quoi? Est-ce que c'était un poète ou un philosophe? C'est un poète, un philosophe, mais c'est aussi un enfant. Et là, son visage s'est illuminé et elle a dit, tu as complètement raison. Et en fait, elle était amie avec Tarkovsky. Je dis, ça ne sert à rien maintenant de regarder toute l'histoire du cinéma russe. Je prends que les seuls 2 qui m'ont vraiment touché, c'est Tarkovsky et Parajanov. Et j'ai regardé les collages de Parajanov et j'ai revu les 7 films de Tarkovsky. Et ça m'a donné, ça m'a illuminé, disons, pour écrire le scénario. Et je me suis mis à écrire le scénario. Pourquoi avoir choisi d'emblée une mise en scène, une approche qui soit
poétique, figurative, on voit les références bien évidemment, mais qui du coup ne va pas frontalement au sujet, et pourtant est toujours au cœur le plus sensible, le plus intelligent du thème abordé. Non, moi je croyais qu'il fallait faire la différence, il fallait surtout pas rester au texte. Et j'ai voulu faire un objet cinématographique mais qui touche les êtres humains, parce que l'être humain est au centre, et avec le nucléaire. Et le nucléaire, c'est quand même clair dans le film que le film prend position contre le nucléaire, contre cette bureaucratie de quand on vous avez parlé des scientifiques qui errent à travers les couloirs, comme chez Kafka, cette séquence kafkaïenne, exprès qui erre à travers les couloirs pour trouver quelqu'un qui l'écoute, pour lui dire, écoutez, il faut faire quelque chose, parce que sinon toute la population sera contaminée. Moi, je crois que la même chose peut arriver demain au Luxembourg ou en France. Et je ne crois pas que les autorités vont dire grand-chose. Et je trouve que c'est une cause qu'il faut défendre, que c'est une cause noble, et il faut le faire. Voilà. Svetlana a reçu son prix Nobel. Elle a dit, on lui demande, il faut savoir qu'il y a tout le monde qui l'écoute à ce moment-là, il y a toutes les caméras du monde branchées sur elle, et on la demande, qu'est-ce que vous pensez de la Russie d'aujourd'hui? Est-ce que vous aimez la Russie? Et elle a dit, j'aime beaucoup la Russie, mais j'aime pas la Russie de Staline ni de Poutine. Il faut le faire quand même. Hein. C'est la même phrase pour beaucoup de courage. Ah oui, il faut le faire quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui... voilà. C'est-à-dire, Poutine fait un révisionnisme complet sur... comme Staline, c'est-à-dire, il n'y a pas la place pour Tchernobyl. Il n'y a pas la place pour des femmes comme elle. Et elle, on veut la dénier en disant qu'on appelle la femme catastrophe. C'est-à-dire la femme qui va chercher des catastrophes, qui les explose, c'est-à-dire qui les agrandit, et elle se vend avec ça. Et c'est quand on connaît cette femme, c'est tout le contraire. Elle était dans la guerre de l'Afghanistan en tant que femme soldat pour écrire sur les femmes soldats. Elle a fait vraiment des choses. Elle vient du journalisme. Elle a étudié de la littérature russe. Elle adore, c'est une spécialiste de Dostoïevski. C'est une femme extrêmement cultivée, extrêmement raffinée. Elle est en train d'écrire, parce que l'œuvre de l'histoire de la Russie moderne. Ça va être vu dans 50 ans, dans 100 ans. Qu'on va se rendre compte que ces livres, c'est la chorale, une chorale de la Russie moderne. Et si vous lisez son dernier livre qui s'appelle La fin de l'homme rouge, là, elle dit elle parle de la fin de l'idéalisme en Russie. C'est-à-dire l'idéalisme est rempli par l'argent et la quête de l'argent, etc., etc. Alors Tchernobyl n'a certainement pas une place en Russie, ce qui est bien dommage, mais le film, il voyage partout ailleurs. Il voyage à travers le monde, il a gagné un prix aux États-Unis, il a gagné un prix au Brésil. Merci. Merci à vous. Beaucoup de votre façon de parler. C'est très... On me comprend, ça va, on me comprend. Ah bon, au-delà de la compréhension, je trouve qu'il y a une émotion et une sincérité qui est très, très, très agréable. Merci beaucoup, Dinara.